Bienvenue dans cette leçon du cours d'économie du sol et de l'immobilier consacré aux modèles principaux de la ville. Nous nous appuierons sur la lecture faite par David Graham Shane, urbaniste à l'Université de Columbia et élaborée dans son livre Recombinant Urbanism, Conceptual Modeling in Architecture, Urban Design and City Theory, apparu en 2005. On parlera surtout de trois modèles, la ville cosmique, la ville machine et la ville écologique, et ensuite les éléments qui, selon Shane, traversent et caractérisent les trois et nous permettent même d'aller au-delà de l'aspect fortement normatif des modèles. Enfin, nous regarderons les éléments sous la lumière de notre modèle tiré de la théorie de l'information. Si les éléments et les modèles de la ville sur lesquels ils s'appuient nous aideront à comprendre dans la leçon suivante comment les mécanismes économiques spatiaux suivent certains modèles de ville et surtout comment ils mettent en relation les trois éléments urbains. Les modèles de ville proviennent surtout du livre de l'urbaniste Kevin Lynch, A Theory of Good City Form, apparu en 1981, quoiqu'il n'est pas le seul d'avoir tenté à comprendre la ville à travers trois modèles. Le premier modèle, The City of Faith, ou la ville cosmique, s'organise selon un seul et unique centre avec des routes principales qui convergent vers ce centre. C'est surtout un modèle de stabilité. Sa géométrie s'inspire souvent de règles tirées du divin ou de l'orientation des points cardinaux ou des étoiles. On dirait que son point de référence est surtout de cosmos. Il est structuré selon une hiérarchie claire et les lieux de crise, de déviation ou d'illusion sont cachés à l'intérieur de la ville. Je vous donnerai un exemple dans quelques diapositives. Le deuxième modèle, la ville machine, est un modèle de flux. La ville machine suit une logique utilitaire et s'organise selon des éléments interagissant dans un système clos. Pour ce modèle, l'espace est un espace universel. Le contexte spécifique importe peu. Alors que la ville cosmique est une ville de stabilité et de stase, la ville machine est système programmé de flux. Les éléments sont bien définis, séparés, et liés par des réseaux de communication qui séparent le mouvement des automobiles, piétons, les biens, etc. La rationalisation de la section de la rue par l'ingénieur français Eugène Hénard est un bon exemple, que vous voyez ici. Sur l'image de Hénard, on voit dans la rue future une idée de comment les activités de la ville sont organisées en trois dimensions. C'est une section de rue qui montre que certaines ressources sont en train de circuler en sous-sol, il y a de l'espace en surface pour des transports. Le troisième modèle est un modèle d'équilibre. La ville écologique imagine la ville comme un organisme, où les acteurs urbains et les ressources participent à un équilibre délicat et fragile. Les différentes communautés sont séparées socialement et spatialement et sont autonomes. Elles sont tout de même hétérogènes, mixtes et en échange avec les autres communautés. Si pour la ville machine la forme suit la fonction, pour la ville écologique la forme suit la fonction avec du feedback, de la rétroaction. Les citoyens sont appelés à participer à la délibération sur la ville et à sa construction. Si cette participation citoyenne faisait partie de la rétroaction imaginée au début du XXe siècle, aujourd'hui cette rétroaction, ce feedback, est automatisé par toutes sortes d'éléments qui se propagent dans la ville et qui nous donnent des informations sur ce qui se passe en temps réel. Ceci est encore dans ce modèle d'équilibre de la ville écologique et est emblématique de ce qu'on appelle aujourd'hui the Smart City. Lynch était conscient des faiblesses de ces modèles. Une ville n'est ni une machine, ni un organisme, et surtout pas une copie du cosmos sur la Terre. La ville ne peut être ni complètement rationalisée, ni laissée à sa propre évolution selon une idée utopique d'après lui, de communication parfaite entre les acteurs de la ville. Les modèles cherchent finalement moins à simplifier notre compréhension de la ville que de promouvoir une forme idéale. L'idée même d'une théorie globale de la ville est remise en question. Un livre, par exemple, Splintering Urbanism, qui date de 2001, souligne la nature fragmentaire de la ville aujourd'hui. Le modèle de la ville comme machine a été, selon eux, depuis les années 1980, démonté. Par exemple, les réseaux de transport sont gérés séparément des politiques du logement. Les technologies de l'information et des communications ont quant à eux aidé, selon Manuel Castells dans The Network City, à individualiser l'expérience de la ville et la gestion du territoire. La faiblesse de ces modèles globaux et normatifs
a inspiré Kevin Lynch et d'autres urbanistes à identifier les éléments qui apparaissent dans les modèles, même si leur rôle change dans chacun. En s'appuyant sur le travail de Kevin Lynch dans son livre The Image of the City, de 1960, des architectes Colin Rowe et Fred Cotter, dans Collage City, qui date de 79, de l'urbaniste Paolo Vigano dans La Città Elementare, de 2000, et sur le concept d'hétérotopie, développé par le philosophe français Michel Foucault, David Graham Shane, urbaniste, nous propose 3 éléments principaux de la ville: l'armature, l'enclave et l'hétérotopie. L'enclave est un élément de centralisation, de concentration et de ralentissement dont le périmètre est contrôlé par des règles, des gardiens ou des murs. Des exemples incluent des villas, des quartiers résidentiels, les parcs ou les places publiques. L'armature est principalement tout ce qui relie les enclaves. Les armatures organisent le mouvement et les relations visuelles entre les enclaves de la ville. La rue est l'exemple typique, mais les arcades, les galeries intérieures et les gratte-ciels sont aussi des armatures. L'hétérotopie est un lieu qui mélange l'effet stabilisateur de l'enclave avec l'effet canalisateur des armatures, et où le rapport entre ces 2 éléments est en constante mutation. Souvent, ils inversent l'ordre dominant. Ils s'en retirent ou ils le rétablissent. Par exemple, les hôpitaux et les centres psychiatriques enlèvent, entre guillemets, les malades de la société pour les rétablir. Les gratte-ciels, dans leur forme hétérotopique, organisent verticalement des fonctions différentes et y contrôlent l'accès, qui est quand même différent de la ville. Les parcs d'attractions offrent des lieux d'évasion où les normes sociales peuvent être réinventées. Graham Shane nous rappelle que pour rester une hétérotopie, le lieu doit contrer l'ordre dominant, sortir de l'articulation armature-enclave qui caractérise la ville dans laquelle il se situe. Le centre d'achat périphérique était à son origine hétérotopique, offrant un lieu d'évasion qui recréait la rue commerçante de la ville sans, dans les yeux de sa clientèle cible, les inconvénients du centre-ville, le bruit, le trafic, etc. Ce type de centre d'achat est maintenant une enclave monofonctionnelle, banale, que nous sommes habitués à fréquenter, surtout dans la banlieue. Ce type de centre d'achat est maintenant une enclave monofonctionnelle auquel on est assez habitué. Avant de retourner à notre modèle présenté dans la leçon précédente, regardons comment se déploient l'enclave, l'armature et l'hétérotopie dans les 3 modèles normatifs. Dans le modèle de la ville cosmique, qui s'organise autour d'un seul et unique centre, l'enclave est l'élément dominant et les armatures servent à orienter les flux vers ce centre symbolique et autoritaire. Comme on dit de l'Empire romain, tous les chemins mènent à Rome. L'hétérotopie ne joue pas un rôle important dans ce modèle, sauf dans les stratégies de cacher ou exclure certains membres de la société. Par exemple, les victimes de la peste dans le XIVe siècle étaient barrées dans leur maison. La ville-machine, dans sa gestion des flux, met l'accent sur les armatures qui servent à relier les enclaves monofonctionnelles. Ces armatures sont aussi monofonctionnelles, séparant les flux piétons des véhicules ou la livraison des marchandises. Rappelez-vous la rue parisienne d'Hénard. Les hétérotopies enlèvent et entreposent tout ce qui n'obéit pas à l'ordre dominant. Les déchets, les personnes âgées, les femmes enceintes non mariées, la prostitution ou les ordres alternatifs comme les gratte-ciels qui cherchaient à l'origine à créer un lieu d'évasion ou de contrôle local à l'intérieur d'une propriété privée. Bien sûr, ce qui est considéré comme déviant dépend des mœurs de l'époque. Dans la ville écologique, selon Shane, l'hétérotopie est l'élément dominant, car les armatures et les enclaves deviennent connectés et réseautés à une échelle globale. Les lieux d'emploi et des résidences sont davantage équipés pour accueillir à la fois des activités professionnelles ou de loisirs. Les rues fermées à la circulation d'automobiles se convertissent temporairement en enclaves piétonnes. Avec les 3 modèles normatifs et les 3 éléments principaux de la ville, je retourne à notre modèle de circulation qui nous permettra de mieux comprendre les mécanismes économiques qui se produisent dans la forme urbaine, et parfois même contribuent à sa production. Nous avons vu dans la leçon précédente que les mécanismes économiques concernent la circulation d'argent et de biens, alors que les modèles de ville cherchent à comprendre la circulation des personnes et de leurs activités. La faiblesse des modèles et leur aspect fortement normatif révèlent plutôt des approches idéologiques de la ville
que nous allons pouvoir questionner dans les théories de l'économie urbaine. Les éléments de la ville proposés par Graham Shane ont l'avantage de nous fournir des éléments d'analyse qui font ressortir la logique combinatoire des éléments sans être affaiblis par une idéologie quelconque. L'armature est la chaîne, le canal sur lequel passe le flux, que ce soit l'argent, l'équivalent général, des biens, des personnes ou des informations. L'enclave est le lieu de stockage, de stase et d'accumulation. Le commerce est à la fois un bien immobilier dans lequel est stocké un certain capital financier et un lieu qui cherche à attirer et accumuler une clientèle qui laissera un capital financier en échange pour un bien. Entre les armatures et les enclaves, les flux sont transmis et captés. Leur détournement est un acte d'interception qui modifie les conditions de l'échange. Dans le modèle de la théorie de l'information, un tel acte d'interception est parasitaire et peut avoir un effet néfaste, par exemple le centre d'achat qui nuit au commerce de rue, ou un effet bénéfique. Un exemple de cet effet bénéfique est le commerçant qui s'installe en face de son compétiteur, qui cherche à profiter de sa clientèle. Les deux en profitent de la présence de la clientèle de l'autre. Le troisième élément, l'hétérotopie, est un exemple de cet acte d'interception. Elle met en question, et parfois temporairement seulement, les règles du jeu, l'ordre établi. La compétition entre commerces est aujourd'hui plutôt la règle que l'exception. L'hétérotopie est donc un moment parfois transitoire. Les flux sont interceptés et captés ou remis en circulation. Cette leçon a présenté les trois modèles normatifs de la ville, les trois éléments principaux qui nous aident à comprendre la logique combinatoire de ces modèles, et a proposé de traduire les trois éléments en un modèle conceptuel qui lie les mécanismes économiques, avec la configuration urbaine. Dans la leçon suivante, nous examinerons une série de mécanismes économiques qui cherchent à expliquer la forme urbaine de la ville, en les croisant avec les trois modèles normatifs de la ville et en les analysant selon le modèle inspiré de la théorie de l'information que nous venons de proposer. Cela nous aidera dans la leçon d'après à comprendre la remise en question des modèles spatio-économétriques qui abordent la ville comme un système fermé. Merci d'avoir suivi cette leçon et rendez-vous dans la prochaine.